Nous sommes le 15 novembre et c'est la fête du roi. On l'évoquait en début de 12h30 avec le traditionnel Te Deum. C'est l'occasion pour nous de nous intéresser également à nos têtes couronnées, ou plus précisément à celles qui ont vécu à leur côté. Le royaume de Belgique a connu jusqu'à présent 7 reines, les épouses de nos rois. Un livre leur est consacré, Reine de Belgique. Pierre Devoise, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste au Soir Mag et vous êtes spécialisé dans la couverture des événements royaux que vous suivez depuis 25 ans. Oui, et Pierre Devoise, on va découvrir dans votre ouvrage que le rôle des reines consorts a bien évolué avec le temps. Il a été endossé de manière différente aussi selon les personnalités de ces femmes et la place aussi que leur a laissé leur époux, le roi. Mais d'abord, ce livre fait un peu moins de 200 pages et vous racontez la vie en résumé de 7 reines. C'était quand même une gageure, ça. Oui, c'était le défi imposé. Donc c'était de résumer la vie de 7 personnes, et même 8, puisque j'aborde la future reine des Belges. On en parlera sans doute, mais donc la princesse Elisabeth. Donc résumer la vie de 8 personnes en 202 pages. Donc c'est un beau défi, mais en fait surtout je me suis appuyé sur le travail d'historiens, donc des professionnels qui ont travaillé, qui ont fait chacun des sommes de 500 pages parfois sur les différentes reines. Et donc sur la base de ce travail-là, plus mon expérience personnelle, et comme vous dites, ça fait plus de 2 décennies que je les suis de près. J'ai connu les 3 dernières quand même un peu mieux, et donc j'ai essayé d'apporter cette expérience-là en plus du travail historique qui a été fait en amont pour essayer de présenter, donc moi j'irais une synthèse journalistique. Donc c'est une approche, c'est un pied dans la porte pour expliquer un peu qui sont ces personnes. Alors on peut peut-être préciser dès le départ que ce rôle de reine consort n'a pas réellement de statut, n'est pas prévu par la Constitution. Mais tout simplement, la reine n'existe pas dans la Constitution. Il n'y a qu'une seule personne qui existe, c'est le roi des Belges. Et par ailleurs, on mentionne qu'il y a une famille royale, et on précise que les membres de la famille royale ne peuvent pas être ministres, simplement. Mais donc pour le reste, il n'y a pas d'existence légale, et il n'y a pas vraiment de rôle, et on va voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, les reines vont se créer ce rôle. Oui, donc c'est ça, c'est une fonction qui s'est forgée avec le temps. Alors si on parle des 2 premières, qui sont, enfin c'est triste à dire pour elles, mais finalement les moins intéressantes, en tout cas dans ce rôle de reine consort, c'est Louise Marie, épouse de Léopold Ier, et Marie-Henriette, épouse de Léopold II. Alors là, le rôle est clair. Au début, les mariages, ce sont plus finalement des choix diplomatiques qu'autre chose. Et alors, on choisit aussi la femme pour les enfants et les héritiers qu'elle va donner. Oui, c'est un petit peu le drame des premières reines. Et je pense que, par exemple, Louise Marie était un personnage fascinant. La manière, elle a entretenu une correspondance plutôt avec sa mère. Donc, c'était dans la reine des Français, quasi quotidienne. Et là-dedans, elle avait une analyse assez pointue de la politique internationale. Elle devait être très intéressante. Elle avait beaucoup d'humour. On ne lui demandait jamais, malheureusement. Et non, et quand elle en parlait avec Léopold Ier, Léopold Ier en parle d'ailleurs dans ses correspondances aussi, il en rigole en disant oui, la petite a un avis assez intéressant. Enfin, c'est une femme, c'est comme un enfant, une femme. Mais d'ailleurs, vous évoquez ses lettres, quand elle parle de son mari, Léopold Ier, elle dit « mon maître ». Oui, c'est ça. Et donc, c'est une vie de sacrifice au départ. Elle a appris à aimer Léopold Ier, mais au départ, comme vous le disiez, c'est un choix politique. Donc, c'est le roi Léopold Ier qui a besoin de se forger une descendance et aussi de s'assurer la protection des Français face aux Hollandais qui avaient encore envahi la Belgique au lendemain même de la prestation de serment de Léopold Ier. Et donc, il devait s'assurer une protection. Et le meilleur moyen, c'était d'épouser la fille du roi des Français. Donc, c'est un choix purement politique. Il la connaît depuis qu'elle a 4 ans, il la faisait sauter sur ses genoux. Il a 22 ans de plus qu'elle. On comprend que la jeune Louise Marie n'était pas fort heureuse de ce choix, mais elle se sacrifie. Elle écrira dans les lettres, elle le dira à sa mère, c'est un sacrifice et je m'y résous. Et après, elle va commencer tout doucement à l'aimer davantage. Alors, rapidement aussi sur la reine Marie-Henriette, elle, c'est vraiment la reine malheureuse de cette dynastie. C'est la femme de Léopold II. Non seulement elle n'a pas pu lui donner l'héritier qu'il attendait, et en plus, il la trompait énormément. Oui, c'est vraiment le personnage malheureux de toute cette dynastie. Donc, choisi par Léopold Ier, encore une fois, pour son fils. Donc, Léopold II n'a même pas eu voix au chapitre. On lui a imposé cette femme, donc il ne l'aime pas du tout. Il ne s'intéresse pas à elle, même pendant les 2 premières années de leur mariage. Ils ne vont pas consommer ce mariage. Et donc, après, il va apprendre comment ça fonctionne, mais il ira le faire plutôt avec d'autres femmes. Sa femme ne l'intéresse que pour essayer d'avoir un héritier mâle. Il y en a un qui naît, qui s'appelle le petit Léopold, qui meurt malheureusement en chutant dans un étang
du domaine de Laken. Il va avoir une pneumonie, il va en mourir. Et depuis lors, ils essayeront d'avoir un héritier mâle, ils n'y arriveront jamais, il n'y a que des femmes. Du coup, sa femme ne l'intéresse plus et il ira s'amuser avec de nombreuses maîtresses. Alors du coup, on en vient à Albert Ier. Et puis là, il y a un élément important qui va arriver, c'est la notion d'amour. La notion d'amour dans le couple royal avec Élisabeth. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas un choix purement amoureux. Il y a quand même, au départ, on essaye de le caser avec faire un choix utile, comme d'habitude. Mais il va quand même pouvoir imposer ses vues et imposer la jeune Élisabeth qu'il a repérée lors d'un enterrement. Et voilà. Et donc, c'est le premier véritable mariage d'amour. Et c'est aussi, moi j'aime beaucoup ce couple-là, parce que c'est le premier qui va jeter les bases du travail du roi et de la reine ensemble. Donc, on a vu le roi Philippe, lors de sa prestation de serment en 2013, parler de la reine Mathilde et dire qu'il formait une sorte d'équipe. Ben, le premier qui fait ça, c'est le roi Albert Ier. Il impose son épouse, il lui donne des choses à faire. Et donc, ce couple va véritablement révolutionner le rôle des souverains. Et c'est le moment aussi où les médias s'intéressent davantage et suivent aussi davantage les déplacements du couple royal. Oui, en effet. Faut imaginer aussi que Albert Ier et Élisabeth ont une véritable aura. Ce sont des héros de guerre. Ils sont restés auprès de leur peuple face à l'envahisseur allemand. Et donc, ils ont un statut. N'oublions pas aussi qu'à l'époque, la Belgique est dans le trio de tête des puissances industrielles mondiales, avec les États-Unis et l'Empire britannique. Donc, ils sont quand même très, très, très importants. Et le roi Albert le premier, ce réflexe médiatique. C'est le premier qui convoque une conférence de presse, notamment pour annoncer les fiançailles de son fils. Ils ont vraiment... Ils réfléchissent à l'impact possible des médias. Et donc, ce couple va évidemment en utiliser. Par exemple, la reine Élisabeth sera une des premières à pénétrer dans le tombeau de Toutankhamon. C'est l'anniversaire actuellement. Donc, elle était passionnée d'archéologie. Oui, et voilà. Et elle va mettre ça en scène. Elle est filmée, etc. Donc, ils avaient vraiment une belle notion de leur image. Alors, comme on parle des médias, du rôle des médias dans les familles royales, la Belgique va connaître son lot de drames. Enfin, il va y avoir le décès d'Albert Ier, et puis alors il va y avoir cette jeune reine, Astrid, la femme de Léopold III, qui va mourir très jeune. Elle n'a que 29 ans quand elle meurt dans un accident de voiture. Finalement, Léopold III et Astrid sont un peu les Charles et Diana de la Belgique. Oui, je dirais même les Kate et William. Donc il était plutôt beau, jeune homme, Léopold III. Astrid, dans les canons de beauté de l'époque, est une bombe. Et donc, ils posent pour les médias. Ils font la une de tous les tabloïds de l'époque. C'est pas les tabloïds, mais enfin des journaux, des magazines un peu comme ça du cœur. Ils font toutes les couvertures. Ils sont très médiatisés. Et elle est extrêmement populaire dès la première minute où elle est présentée au peuple belge. Extrêmement populaire. En plus, c'est une mise en scène d'Albert Ier, encore une fois. Donc après la conférence de presse, ils organisent aussi l'arrivée de la future mariée, qui est donc de blanc vêtu, à bord d'un cuirassé blanc de la marine suédoise. Et donc, ils arrivent au port d'Anvers, il y a une foule considérable sur le quai. Enfin, tout ça est mis en scène, et elle descend la passerelle, et Léopold court vers sa fiancée et l'embrasse. C'était magnifique. On ne pourra pas, malheureusement, dire grand-chose d'Astrid, parce qu'elle meurt trop jeune. Alors peut-être qu'elle aurait pu marquer... Moi, je pense, parce que, notamment tout au début du règne de son époux, elle va faire l'appel de la reine. On est on est en plein milieu, de la crise économique mondiale, après donc la crise de 29, et donc les conséquences sont encore là dans notre pays. Elle va lancer un appel à la solidarité des habitants, des Belges, pour les pauvres. Donc elle a cette dimension sociale. Elle va aussi rénover, elle a juste le temps de faire rénover quelques appartements du Palais Royal. Donc je pense qu'elle a un véritable impact. Elle aurait pu être fantastique, mais bon, la mort l'a fauchée beaucoup trop tôt. Oui, et donc la question c'est, vous pensez que si Astrid n'était pas morte si jeune, est-ce que la question royale aurait eu lieu? Toute cette question autour de Léopold III et de son abdication? Alors, Léopold III était très fâché avec les politiques, mais moi je pense vraiment que ce qu'il a brouillé avec la population, c'est cette histoire d'amour. Il avait le statut du roi veuf, donc il est mythifié au même plan que Astrid, mais il doit rester pour ça le veuf éploré. À partir du moment où il se marie en pleine guerre, en 1941, avec une femme, la fille d'un gouverneur qui avait fui au premier temps de l'invasion, et puis qu'on considère à l'époque qu'il a des incointances avec les nazis, c'est pas vrai, mais
mais bon, il est considéré comme proche des collaborateurs, d'où ça a fait un impact désastreux sur la vie de Léopold III, et sa carrière était finie. S'il avait eu le soutien du peuple, il aurait pu battre les politiques et revenir, moi je pense. Mais à partir du moment où on n'a plus le peuple avec soi, c'est fini. Ouais. Alors, quand on faisait le parallèle avec Charles et Diana, enfin précisons que c'est le divorce en moins, parce que c'est un couple très soudé, hein, Léopold III et Astrid, vraiment qui s'aimaient. Vous faites un parallèle aussi avec Philippe et Mathilde et Charles et Diana, en disant qu'il y a ce souci entre Philippe et Mathilde, que lui n'a pas le charisme qu'elle a. Voilà, c'est le même problème qu'a eu Charles avec Diana, c'est que Diana prenait toute la lumière immédiatement. Et on a ça avec le prince Philippe et la princesse Mathilde à l'époque, c'est que, moi je les ai accompagnés en mission économique, la moitié de la presse, ou les 3/4, suivaient en permanence Mathilde dans ses déplacements, et les déplacements de Philippe étaient beaucoup moins médiatisés, et ça il n'aimait pas. On sentait qu'il le vivait mal. Pardon ? Il le vivait mal. Il le vivait extrêmement mal, il a besoin de sa part de lumière, quelque part c'est lui le futur chef de l'État, et maintenant il l'est. Et on a vu d'ailleurs, il y a eu un changement fondamental, je trouve, chez Mathilde actuellement, depuis que Philippe est monté sur le trône, c'est qu'en Belgique du moins, elle est beaucoup plus en retrait. Elle laisse par exemple, elle qui visitait les homes, les écoles, etc., laisse beaucoup plus Philippe faire ce genre de choses. On a vu Philippe avec des personnes âgées dans les hauts. C'était pas son rôle avant. Maintenant, ici, vraiment sur le territoire belge, c'est vraiment lui qui a pris la main sur le social aussi, comme le politique. Et Mathilde a plutôt une dimension internationale maintenant. Grâce à l'ONU, elle est représentante, voilà, donc dans plein d'initiatives de l'ONU, et notamment pour la protection de l'environnement et les défis à réaliser d'ici 2030. Et donc, elle a trouvé plus sa place à l'international et lui laisse quand même sa part de lumière. Ok, avant de continuer justement sur Mathilde et sur Elisabeth, la future reine, 2 mots rapides sur Fabiola et sur Paola. Fabiola, elle fait arriver de plus en plus l'aide aux personnes, la charité, etc. Oui. Donc voilà, il y a ce côté aussi très religieux aussi dans leur couple. Tout à fait. Ouais. Donc il y a cette dimension sociale évidemment énorme de la reine Fabiola, mais aussi cette part du religieux. Toute la dynastie est très, très croyante, hein, évidemment. Moi je pense que quand on est dans un rôle, par exemple, comme celui de chef de l'État, il n'y en a qu'un en Belgique, forcément la religion joue un rôle. C'est pas par hasard qu'on est là. Donc voilà, je peux comprendre qu'ils soient tous profondément croyants, puisqu'ils ont été choisis entre tous. Mais donc cette dimension est très très importante, effectivement, chez Fabiola et Baudouin. Mais on le voit, par exemple, que Fabiola n'a pas joué de rôle, par exemple, quand Baudouin a refusé de signer la loi sur l'avortement, sur la légalisation de l'avortement, la dépénalisation, pardon, de l'avortement, mais Fabiola n'a pas joué le rôle. Elle le soutenait. Elle le soutenait, mais c'était son idée à lui. Donc, évidemment, ils étaient fort liés à la religion. Alors, revenons quand même sur Mathilde, parce qu'on n'a plus tant de temps que ça. Désolé, Non, mais c'est passionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est la première reine à avoir vraiment fait un métier de ce rôle. Voilà. Les autres, quelque part, l'ont pris. Alors, je dirais donc, pour Fabiola, elle a aussi son futur époux est roi, donc elle sait à quoi elle doit s'attendre, ça c'est clair. Mais je dirais la première reine de métier, c'est Mathilde. Elle a fait un choix délibéré, elle sait à quoi s'attendre, elle va devenir reine et elle sait ce qu'elle va en faire. Ouais. Et elle va utiliser ce rôle pour faire. Je pense qu'elle est elle utilise le spectre total des possibilités qu'elle peut faire dans ce rôle-là. Et vous écrivez même que si elle n'avait pas été femme de roi, elle aurait pu devenir ministre ou présidente de la République dans un autre pays. Certainement, parce que ce que je peux vous dire, pour l'avoir côtoyée d'assez près, elle maîtrise ses dossiers, elle est douée d'une mémoire assez étonnante, elle se souvient de tout le monde, elle se souvient des entretiens, et souvent quand elle organise des tables rondes, elle connaît parfois mieux le dossier que les gens. Et c'est pas pour du beurre, ce que je vous dis, c'est la vérité. Alors, bon, ce sera ma dernière question, parce que bon, on va dire un mot quand même d'Elisabeth. Et justement, en parlant encore de Mathilde, on a l'impression maintenant que son rôle qu'elle s'est assigné, c'est vraiment éduquer la future reine, mais celle qui va vraiment régner, la première reine régnante. Oui, là, il y a là un défi terrible. Donc, vous avez donc un enfant, enfin, une jeune fille qui va devenir la première femme chef d'État en Belgique. Donc, c'est quelque chose de très important. Et on voit bien que ce couple veut lui donner toutes les armes pour cela. Et donc, on va avoir Philippe qui est très très bon sur l'histoire de la famille, sur les dimensions politiques du rôle. Et alors, on a le charisme de Mathilde et je pense que ça va faire une potion magique géniale. Voilà, et donc pour conclure, il faudra trouver un rôle à ce mari qu'elle aura éventuellement. Il y a plein de questions qui se posent et notamment le titre aussi. Sera-t-il roi, sera-t-il prince? Ben, merci beaucoup Pierre Deveuze d'être venu partager cette passion avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage Reine de Belgique. Merci.